parle de réflexion, on parle de compréhension. Là, ça commence à être beaucoup plus difficile. Là. Moi, je dis qu'on voit venir, mais le mal, il est déjà fait. Mais c'est pour dire qu'il faut produire beaucoup de livres. Tu sais, avant, les gens, quand ils utilisaient la technologie, justement, ils se sont dit que ça va être quelque chose qui va faciliter la vie aux gens. À l'heure du scrolling, à l'heure où il y a beaucoup de sources d'informations, à l'heure où chacun consomme ce qu'il veut, quand il veut et comment il veut. Mais c'est même pas seulement comment il veut, quelquefois l'information se trouve chez toi. On se pose la question, est-ce que le livre a encore sa place? Quand je parle de livre, là, je parle de livre papier. Est-ce que le livre imprimé, là, il a encore sa place? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec une dame qui a pris l'engagement de s'investir justement dans ce domaine-là. Alors, je reçois aujourd'hui Dariska, fondatrice de e-Source, qui va nous parler du livre à l'ère du digital. Alors, bonjour Dariska, je suis content d'abord de te recevoir. C'est vrai qu'on a échangé, ça fait un bout de temps. Mais l'histoire du livre me préoccupe. Ça me préoccupe. Bah, gars, c'est pas un problème, ça va pas me couper le sommeil là, mais ça m'intéresse, on va plutôt dire. Moi, j'aime toujours, même si on a un sujet dont on va parler, savoir qui est là. En face de nous, c'est quoi son vécu. Je m'intéresse toujours à l'histoire de la personne. Après, on verra, là, parce qu'on a fini par comprendre que ce qu'on est plus que ce qu'on fait. Alors, Dariska, est-ce que d'abord tu peux te présenter? Est-ce que tu peux nous raconter, tu sais, habituellement, moi, je viens de la Côte d'Ivoire, c'est certes, j'ai toute mon histoire d'immigration, puis moi, ça m'intéresse toujours de savoir la petite histoire qu'il y a derrière l'individu. Donc, est-ce que tu peux te présenter puis nous raconter ta petite histoire d'immigration, là? Juste ces 5 minutes, là. Tout à fait. Alors, merci, Dof. Je suis déjà très contente d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Dariska Jeanne Akwemo. Et je suis née et grandie dans mon Cameroun natal, que j'ai quitté à l'âge de 18 ans pour aller étudier en Belgique. Donc, des études informatiques que j'ai fait. J'ai étudié pendant, je pense, 5 ans. Et là, j'ai obtenu ce qu'on appelle un bachelier en informatique là-bas, mais c'est l'équivalent d'une licence en informatique et système précisément. Et ensuite, j'ai commencé un cycle de maîtrise que je n'ai pas terminé parce que je suis venue au Canada après. Donc, je ne termine pas parce que je vis au Canada, parce que les possibilités d'emploi en Belgique en tant l'étudiante que j'étais, étaient compliquées à cette époque-là. Donc, il y avait des ouvertures pour le Canada. Les possibilités étaient beaucoup plus faciles aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est rendu très, très complexe d'immigrer au Canada, mais à cette époque-là, c'était assez facile. Donc, c'est comme ça que ma sœur, qui vivait au Canada à cette époque-là et qui était venue avant moi, me dit écoute, viens au Canada, si tu ne peux pas travailler en Belgique, c'est plus facile au niveau de l'intégration et tout ça. Donc, c'est comme ça que je viens au Canada. Puis, je décide de terminer mon cycle de maîtrise en informatique et je me spécialise dans le domaine du logiciel, du génie logiciel. Voilà. Donc, tu veux dire développement, par exemple? Mais le logiciel est beaucoup plus large que le développement. C'est ça. On voit beaucoup la programmation, mais c'est la dernière étape. Il y a toute la conception, toute l'architecture qui est derrière. D'accord. Exactement. Donc, je fais toute la chaîne, tout le cycle, l'apprentissage de comment développer un logiciel de bout en bout. C'est ça, le génie logiciel, en gros. Et voilà, je rentre sur le marché du travail en tant que développeur en informatique. Les potentialités, les possibilités de travail dans le domaine de l'informatique, il y en avait de partout. Il y en a toujours, mais à cette époque-là, c'était vraiment foison. Là, on parle de 10 ans en arrière, Oui, on parle de 10 ans en arrière. Il y avait des postes dans tous les bords. Là. C'est ça qui justifie que j'ai eu vraiment un profil de consultant en informatique, on va dire. J'ai fait beaucoup de boîtes, touché beaucoup de technologies. Donc, je commence en tant que développeur, comme je dis, et 10 ans plus tard, je me dis, le développement, c'est bien, mais c'est prenant. C'est prenant en termes de temps. Ça m'arrivait que je pouvais passer des nuits à déboguer un code où j'étais tout le temps en train de penser, même quand tu voulais pas, tu pensais à ton code informatique. Là, j'ai dit, bon,
Je commence à vouloir une vie de famille et tout. En passant, je suis épouse aussi, je suis mère de 2 enfants aujourd'hui. Mm. Je suis chrétienne, fille de Dieu. Donc, avec tout ça, là, je me dis, il faut que je change, faut que je regarde un peu les possibilités d'évolution. Et moi, je ne voulais pas aller dans la gestion pure, ok, la gestion de projet, parce que ça commence à devenir très, très gestion, C'est ça. très, très management, tout Demandant ça. aussi. Demandant aussi, Mm. demandant aussi. Mhm. Parce que parfois, ça peut arriver que les gestionnaires de projets, ils ont pas juste un projet, 2, 3, 4 projets à gérer, des projets très complexes. Tout dépend d'eux aussi. Si le projet ne fonctionne pas, c'est toi, le gestionnaire de projet, qui est imputable. Mm. Donc oui, c'est très demandant. Mais moi, je me dis, je veux me tourner vers quelque chose de plus technique. OK? OK. Donc, je pense à l'architecture de solutions à ce moment-là. Et c'est là où je tombe sur une opportunité de commencer en architecture de solutions et je deviens architecte de solutions. Mm. Donc, c'est ce que je fais depuis 3 ans de ça. OK. Ensuite de ça, avec la Covid, là, pendant le temps Covid et tout, où tout le monde était coincé, on restait un petit peu à la maison, j'ai commencé un business. J'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais développer comme source de revenus parallèle à ce que je faisais déjà comme emploi. Mhm. Et c'est comme ça que je me dis, ce que je fais déjà, notamment au niveau de l'informatique, pourquoi pas en faire un business. C'est ça. Donc, c'est comme ça que naît eSource, qui a notamment 2 branches aujourd'hui. eSource Technologie, qui s'occupe vraiment de tout ce qui est informatique, digital et web. Mhm. Donc là, on offre des services informatiques. On conçoit, donc on offre des services d'hébergement et de conception de tout ce qui est plateforme et site web. Et on fait aussi tout ce qui est digital, donc que ce soit au niveau des flyers, des prospectus, du graphisme, on va dire, ou même du community management, là. Donc ça, c'est la première entreprise qui voit le jour, qui était vraiment directement liée à ce que je savais faire ou mes compétences de base. Mm. Et ensuite, il y avait une dame que j'aidais. Elle était auteure. Là, elle avait déjà publié quelques livres sur Amazon. À l'époque, je ne savais même pas c'était quoi Amazon. Je ne savais même pas qu'on pouvait publier un livre sur Amazon. Et au début, c'était juste la relecture de ces livres que je faisais. Je faisais juste relire les livres comme ça, sans rien, sans idée. Mais c'est elle qui t'a contacté ou c'était un service que tu avais commencé à offrir? C'est un service que j'avais commencé à offrir. Mhm. Et je le faisais vraiment gratuitement, bénévolement. C'est juste parce que la cause qu'elle portait, Mhm. je trouvais que c'était inspirant. OK. Et je me suis dit, je vais l'aider. Je vais OK. l'aider. Mm. Elle est autrice. Elle écrit déjà des livres. Donc, moi, je vais juste relire ses livres pour l'aider, là. Et voilà, pourquoi pas l'aider un petit peu dans ses plateformes, parce que j'ai commencé comme ça à l'aider dans ses plateformes Facebook, Instagram, tout ce qu'elle avait comme plateforme, avant de me rendre compte qu'elle faisait des livres aussi et que je pouvais être utile aussi à ce niveau-là. C'est ça. Donc, je commence à l'aider à écrire, à relire des livres et tout. Et je vois que c'est possible de mettre des livres sur Amazon. Et donc, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Je commence à rechercher un peu comment on fait ça, comment on édite un livre, Mhm. parce que c'est de l'auto-édition, en fait, C'est ça. Amazon. Je comprends le processus et je vois qu'il y a du marché là, à aller chercher, là. C'est ça. L'opportunité. Et donc, Tu donnes d'abord des services d'accompagnement gratuits, du bénévolat presque, là, et puis ouais, tu décèles une opportunité, d'accord? c'est ça. Mm. Et c'est venu vraiment comme ça. C'était pas calculé, vraiment. Mm. Donc, c'est comme ça que eSource Édition naît. Je me dis, je pourrais relire, je pourrais faire de l'édition, tout ce qui est édition. Et je vois qu'il y a quand même une croisée à quelque part avec ce que je fais dans le digital, notamment la création de couverture qui est du visuel, qui est du graphisme. Et il y a quand même un aspect un petit peu technique aussi avec Amazon. Moi, naturellement, bon, pas naturellement, je comprends, c'est des choses que je Ouais. comprends. Mhm. Tu peux Et donc, conceptualiser ça me facilement. parle, voilà. Et donc, ça me parle vraiment là, j'embarque là-dedans, je me dis, je vais créer une autre branche de eSource. Et c'est comme ça que eSource Édition voit le jour. D'abord en termes d'édition pure, puis de fil en aiguille, on a commencé à faire des accompagnements en écriture. D'accord. En tout cas, je peux voir que tu n'as pas traîné le pouce, là. C'est clair.
Bon, après, il y a toute l'histoire de l'immigration. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'immigration? 18 ans, est-ce que ce sont les parents qui t'ont dit, ma fille, notre fille va aller étudier à l'étranger? Ou est-ce que, comme ça arrive, là, t'as-tu rêvé que derrière l'eau en bain, la vie est belle? Je sais pas, c'est quoi le truc qui t'a amené C'est là-bas? ça. Mais mon père, au début, il était contre, en fait. Il s'est jamais Ça n'a dit, jamais été un projet, là, exactement, ma fille va aller étudier à l'étranger, là, ouais. exactement. Il voulait pas se séparer de ses enfants et tout. Sauf que là, j'ai mon bac. Mm, J'avais quoi? J'avais 16 ans quand j'avais mon bac. Je fais des concours. Je fais un certain nombre, j'en avais fait 3 à l'époque. mm, J'en réussis que un. OK, c'est là que j'entre c'était une école de formation à l'époque mm. qui formait dans le domaine de l'informatique. OK, donc je veux dire, je sais pas si je vais dire que c'est l'informatique qui m'a cherché un peu, qui m'a trouvé. OK, Voilà. je Donc, comprends l'idée. je rentre dans cette école-là, puis je fais 1 an, je fais 2 ans, et je me dis, faut que je fasse ça plus sérieusement. OK. Il faut que je fasse des études plus poussées. Parce que t'as mordu dedans, t'aimais ça? C'est quoi le truc? Tout le monde va à l'école, là. Tout le monde n'a pas envie de pousser. On va à l'école, avoir le diplôme, avoir la job, là, tu sais. Et ceux qui disent, ben non, il faut que je pousse là ce que je fais, tu sais. Je voyais les possibilités, mes aînés avant moi qui étaient passés par là, et je voyais ce que ça donnait après qu'ils aient eu leur diplôme. OK. Et j'étais comme, c'est pas ça que je veux là. OK, C'est pas OK. ça du tout que je veux. Moi, je veux Ouais. une autre carrière. Je veux vraiment une carrière flamboyante là. Puis je veux faire des études. Je sais que des études à l'étranger, ça peut C'est être valorisant, ouais, exactement, c'est ça. Par contre, du sérieux, hein, parce que l'informatique, ça reste l'informatique, c'est juste le sérieux qu'on y met. exactement. OK, je peux comprendre ça. Donc, c'est comme ça que je commence à postuler pour des écoles un peu partout en France, en Belgique notamment. Je crois que c'était les 2 pays que j'avais ciblés. Mm, Et la première année, j'avais postulé. Je pense que j'ai pas pu y aller. J'avais eu des refus. mm. Et ce n'est que la 2e année que j'entre à l'université que là, il y a une école qui m'accepte en Belgique. OK. Et c'est là que voilà, je décide de Que partir. que l'aventure de l'immigration commence. OK. Exactement. Non, mais ça, pour moi, c'est bien qu'on en parle parce que tout le monde n'a pas rêvé que la vie est belle, forcément, derrière l'eau, on va aller derrière l'eau. Non, tu suis ton cursus normal. C'est juste que, ben, je veux faire ça au sérieux, mais ça me prend au sérieux, ça me prend quoi? Ben, ça me prend une bonne école, mais les écoles, habituellement, quand c'est ailleurs, bon, il y a quand même des conditions qui entourent. Donc, c'est là-bas que je vais aller. Donc, ça fait qu'on va entamer un processus d'immigration. Tu sais. On n'attendait pas d'immigrer pour changer sa vie. Exactement. Maintenant, une fois qu'on est dedans, ben, on continue à fond dedans, là. J'aime bien toute cette petite partie-là parce que c'est ce qu'on est d'abord. OK? Nous sommes des personnes, hein, comme ton cas, tu n'as pas voulu te limiter à ce que tu avais envie d'aller chercher plus. Et donc, moi, je ne suis pas étonné que, bon, après que tu as fait tes formations, que tu aies la job, que tu dises, non, ça me prend autre chose. Tu sais. C'est normal. Pour moi, c'est ça qui est normal parce que c'est ce qu'on est. Imagine là, le premier être humain là, tu sais, qui dit, non, mais c'est bon, on a de la banane à côté, fait qu'on est correct. Ben non, tu sais, on a cherché à aller plus loin, plus loin. Tu sais, ça a fait l'objet de certaines critiques chez certaines personnes concernant justement ce désir-là que j'ai de toujours en vouloir plus. On était comme, mais t'as déjà ça, qu'est-ce que tu cherches encore? Leur réponse, c'est en moi, c'est comme ça. C'est ça. Ouais. C'est important, c'est Ouais. bien. Ah, donc, finalement, savoir qui on est, tu sais, on sommes des personnes à un moment donné qui aimons briser les barrières. Donc, c'est une partie de toi, là. C'est-à-dire, décider d'abandonner ça, c'est un peu comme mourir en griffe, là. OK? Bien. Alors, ça va nous amener au livre. On a compris pourquoi est-ce que tu es embarqué dans le livre. Alors, on tombe dans le vif de notre sujet qui est le livre à l'ère du digital. D'accord? Alors, j'ai prévu des petites recettes pour toi, hein, c'est sûr. Donc, j'ai compris pourquoi l'informatique, comment est-ce que tu allais dedans et surtout, pourquoi tu décides d'aller, par exemple, dans le livre. C'est pas arrivé tout de suite. Tu as commencé à donner des services et puis tu as vu une opportunité. Exactement. Mais à date, comment est-ce que tu gères ton travail et finalement l'entreprise? Parce que toute entreprise, pour avoir des retombées, forcément, il faut donner quelque chose dedans. Comment est-ce que tu arrives à allier les deux? En plus, dans e-source, tu as le côté service digital et tu as le côté édition qui est une branche à part entière. Tout à fait. Donc, il faut savoir que, comme je disais, j'ai commencé pendant la COVID où, je veux dire, on pouvait jongler un petit peu là.
Je ne sais pas si je dois le Est-ce dire que je vais ici. lui tricher un peu? Exactement. Ah, Déjà, ton j'ai employeur va te l'avantage. chercher, mais t'as C'est ça. triché, là, ouais, c'est ça. Déjà, je dirais que l'avantage que j'ai, ça a été que je travaille en ligne. OK. Je pense que j'aurais travaillé en présentiel, ça aurait été beaucoup plus Même les difficile. sorties dans le temps de déplacement. Exactement. Ouais. De développer une autre source de revenus ailleurs. Mm. Les 2-3 heures que tu avais pu le matin à te préparer, à prendre le transport, à revenir et tout ça, c'était beaucoup de Faut temps. pas rester au lit pour se connecter aussi. Oh, je suis connecté. Exactement. Tu fais ta réunion là, puis t'as ton short en bas, là, ton pyjama en bas, puis non, c'est ça. Je crois que c'est là que ça m'a libéré du temps pour me dire, je suis capable maintenant de pouvoir aller chercher une autre source de revenus. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, au fil du temps, c'est sûr que plus les contrats augmentent, plus la demande augmente, plus tu es acculé, plus tu as besoin de main-d'œuvre. Et donc, j'avais déjà le mindset avant de me dire, je vais développer la base de l'entreprise toute seule parce qu'il faut, avant d'embarquer les gens dans ta vision, je me dis, il faut déjà mettre le socle. Ça. Voilà. Il faut mettre un socle solide de telle façon que quand les gens ils vont arriver, ils vont voir une structure. OK? Puis tu seras plus contrôlé. Je ne sais pas si contrôler, c'est le bon mot, mais plus manager les choses. OK? Donc, j'ai eu le temps. J'ai pris, avant de démarrer les activités, j'ai pris comme 1-2 ans pour vraiment travailler à ça, travailler à mettre en place une structure, à me dire c'est quoi que je veux pour l'entreprise, c'est quoi les services que je veux offrir, pratiquement comment je vais les offrir, comment je vais les facturer, comment je vais structurer tout ça. Donc, tout ça, je l'ai fait. Ensuite, quand j'ai eu un certain nombre de contrats et puis que je me suis rendu compte que je ne pourrais pas gérer ça sur le long terme, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du contractuel. C'est un modèle très, très utilisé en informatique où tu contractes un service pour quelqu'un que tu payes et puis tu t'assures juste d'avoir tes marges de revenus. Donc, aussi simple que ça. D'accord. Alors, Dariska, ce que ça fait, c'est qu'on va entamer un voyage dans lequel tu décides de te mettre dans le livre. C'est vrai que tu fais plein de choses autour, mais moi, je vais mettre mon énergie sur le livre parce qu'il y a un gros défi véritablement derrière le livre. Donc, on va prendre une petite pause et puis on se revient tout à l'heure pour entamer ce voyage-là maintenant dans le livre versus le digital parce que ça, c'est un vrai défi, là. C'est bon? C'est bon. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Quand on écrit un livre, on n'écrit pas seulement des mots. On y met une histoire, on y met une énergie, on y met une vision. Alors, malheureusement, trop d'auteurs ont des livres, des ouvrages écrits qui restent sur les étagères. Et c'est ça que moi, je me donne comme mission, de pouvoir vous accompagner à donner vie à votre livre, à donner vie à votre ouvrage, à donner vie à cette énergie que vous avez pris le temps de consigner. Vous êtes d'accord avec moi, hein, quand vous avez cette énergie, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous vous dites, ah ben tiens, j'ai l'occasion de m'exprimer, j'ai l'occasion d'impacter le monde, j'ai l'occasion de laisser un héritage. Mais cet héritage, vous ne l'écrivez pas pour le laisser sur votre tiroir, vous ne l'écrivez pas pour le laisser sur les plateformes de vente, vous l'écrivez pour le montrer au grand jour, pour dire, ben tiens, je suis là, j'ai vécu une histoire qui en vaut la peine. Et cette histoire, je vais la partager. Et mon but, c'est d'aider quelqu'un. C'est ça votre idée, votre ambition ultime au départ en écrivant. Alors, qu'en est-il de cet ouvrage que vous avez écrit avec tant d'énergie, tant d'amour, tant de niaque que vous avez envie d'utiliser pour impacter une personne? Vous l'avez compris. Donner vie à cet ouvrage, permettre finalement qu'on vous découvre en tant qu'auteur. Non seulement ça, mais c'est sûr que quand on écrit un livre, on a toujours une idée qui est derrière, hein, qui est le complément de cet ouvrage. Et même pourquoi pas la version révisée de ce qu'on a écrit. Parce qu'on veut vivre, on veut donner le modèle, on veut montrer qu'on est capable à travers notre histoire de matérialiser. Alors c'est ce qu'on va faire ensemble, de donner vie non seulement à votre histoire, de donner vie à nos histoires et surtout de laisser un héritage comme on l'a toujours souhaité. Mais cet héritage, il faut qu'il soit vu, il faut qu'il soit accessible par ceux qui attendent justement de pouvoir en profiter pour transformer à leur tour leur vie. Donc, merci, on est de retour. Alors, on va parler du livre en tant que tel. Aujourd'hui, avec les IA. Aujourd'hui, avec les liseuses, les smartphones, les tablettes, avec tout ce qu'il y a comme élément numérique, même des vidéos de courte durée, les shorts, est-ce qu'on peut dire que le livre est mort? Est-ce qu'on peut dire que le livre est mort?
Alors, il faut savoir que notamment là, on parle de livres numériques et le livre papier ici. C'est ça. Moi, je les vois comme deux éléments complémentaires aujourd'hui. Ok, l'un complétant l'autre d'une certaine façon. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Donc, déjà, le livre papier, il va toujours conserver son utilité. Pour ma part, pourquoi? L'expérience de lecture est complètement différente d'un support à l'autre. Quand tu as un livre, là, le plaisir de feuilleter, le plaisir je veux dire, de le prêter même à quelqu'un, tiens, vas-y, lis ce livre et tout, ce sera jamais pareil qu'avec une liseuse, par exemple. OK? OK. Donc, Mais bon, ça, je vais rebondir dessus après, parce que peut-être, ça dépend, peut-être que tu as commencé, toi, avec le livre papier, mais quelqu'un qui comment je peux dire, qui est né ou qui a découvert la lecture à l'ère du numérique. C'est lui, je ne sais pas, pour moi, je me dis, il n'a pas forcément la même approche, parce qu'il n'a connu que le numérique pour les avantages dont on a vanté les mérites. Donc, ça, c'était un aspect, effectivement, quelqu'un qui n'a connu que le livre numérique, mais même sur l'aspect de, j'ai envie de dire, la santé, là, tu peux pas lire un livre sur un support numérique comme ça pendant, 2-3 heures de temps d'affilée, là. Tu vas le sentir, tu vas sentir la fatigue, même physiquement, dans tes yeux, parce qu'il y a de la lumière, ça projette de la lumière. Alors, je ris parce que là, parce qu'on parle de livres, mais les gens passent beaucoup plus de temps sur ces équipements. Tu sais, c'est pas le livre, mais ils passeraient, par exemple, toute la journée, c'est entre la tablette, le smartphone qui nous suit même là où il ne faut pas, dans les toilettes ou partout, dans le lit, ou ben, c'est la télévision, tu sais, avec tout le contenu préenregistré, tu sais. Donc, est-ce que c'est vraiment valable? Curieusement, tu peux passer toute une journée à regarder du contenu divertissant, là. Mais quand on parle de livre, on parle de concentration. On parle de réflexion. On parle de compréhension. Là, ça commence à être beaucoup plus difficile, là. Pour le cerveau qui travaille en même temps et pour les yeux qui regardent ça en même temps. Par contre, oui, tu peux être sur une tablette toute la journée en train de regarder des films, des choses divertissantes, là. Ton cerveau, il ne va pas réagir pareil, là. Ouais, mais est-ce que les gens lisent vraiment? Est-ce que les gens ont envie que le cerveau réagisse aujourd'hui? Non, franchement, parce que moi, les gens qui me disent, ouais, je ne suis pas trop lecture. Et ça, c'est des choses qu'on entend facilement. Hein. Je dire carrément, je ne suis pas trop lecture. Mais ça veut dire quoi, je ne suis pas trop lecture? Est-ce que ça n'est pas un défi, ça? Ben, ça veut dire qu'il ne veut pas lire, tout simplement. Ça veut dire qu'il veut consommer du contenu rapide. Il veut des choses qui vont, j'ai envie de dire, stimuler peut-être son cerveau ou le distraire d'une certaine façon, mais il ne veut pas approfondir les choses. Il ne veut pas approfondir, je ne sais pas, la compréhension, en fait. Et puis, la consommation du contenu rapide, à mon sens, à la longue, c'est plus néfaste, c'est plus négatif que positif. Ça crée des troubles même chez certains enfants. Il y a des études qui ont prouvé que plus tôt tu donnes des tablettes, des smartphones, des enfants qui développent des autismes comme ça, parce que les troubles de la concentration, etc. Donc, toutes ces choses-là, oui, ça facilite la vie, mais je pense que, par exemple, dans un bus, ça fait du sens quand tu es en transit. C'est très bien. Tu peux écouter un audio, tu peux écouter... C'est pour ça que je dis ces deux supports, ces deux affaires qui sont complémentaires. Parce que dépendamment de la posture ou de la position dans laquelle tu es, ça peut être plus agréable, par exemple, d'écouter un audio ou, par exemple, de lire une tablette. Mais quand il s'agit vraiment de se poser pour lire, je pense que c'est mieux le support papier. D'accord. Moi, je ne suis ni pour ni contre. Moi, j'essaie de comprendre. Moi, je ne fais que énoncer des faits, des choses qu'on peut librement observer de plus en plus. Mais en même temps, je suis tout de même inquiet. J'ai compris là ce que tu as dit, de l'impact positif ou négatif. Positif de la lecture papier et du négatif quand on reste dans le superficiel, dans le scrolling, où on ne va pas en profondeur. Mais la vérité c'est qu'elle est. C'est que de moins en moins, les gens vont s'impliquer dans la lecture s'ils ne sont pas contraints. Contraints, exemple, quand je prends les élèves, les étudiants, si c'est un devoir qu'il doit faire, là, il n'a pas le choix. Mais une fois que le devoir est fait, c'est rare de dire, je vais me prendre un livre pour lire, par exemple. Ou dans le métro, je vais prendre un livre pour lire. Ou dans le transit, je vais prendre un livre pour lire. C'est les écouteurs. Pas au pire, au mieux. Au mieux, ça va être soit un audio ou même une vidéo qu'on écoute. En plus que, de l'autre côté, il y a les moyens que les gens ont
pour pouvoir exploiter ces médias-là. Mhm. Est-ce que on peut dire que dans les prochaines années, 5 à 10 ans, il y aura un problème auquel l'humanité va faire face? Il y a déjà un problème. Tu n'auras pas besoin d'attendre 10 ans. Je veux parler d'impact flagrant. Là, on est en train de dire, oui, mais OK, mais moi, je préfère le livre, la lecture parce qu'il y a encore des personnes qui ont connu le livre tel qu'il est livre et qui vont carrément faire la différence. Puis il y en a qui sont nés à l'ère du numérique, c'est-à-dire qui apprécient moins le livre papier parce que, et puis il y a pas mal d'autres arguments écologiques. D'abord, même que je vais te demander à savoir, est-ce que cet impact écologique du livre papier est avéré? Déjà, je vais revenir à ta question. Avant, tu sais, avant, les gens, quand ils utilisaient la technologie, justement, ils se sont dit ça va être quelque chose qui va faciliter la vie aux gens versus du papier qui va demander moins d'efforts aux gens. Et là, il y a des chercheurs qui ont commencé à alerter pour dire attention, attention, oui, c'est facile, ces choses-là, c'est bien beau, mais ça crée d'autres affaires, d'autres choses qui risquent d'être plus graves pour notre cerveau, plus graves pour notre santé, plus graves pour notre concentration et ces choses-là. Donc, on est en train de voir comme l'effet inverse que les gens sont en train de faire, le chemin inverse que les gens sont en train de faire et de dire réapprenons à nos enfants à lire. Ah, ça, c'est notre job, là. C'est comme... on était déjà des mêmes. Là, là, il faut faire le travail dans le sens contraire. Hein. Je peux le voir avec mon petit qui a quoi? Il a 8 ans, mais depuis l'âge de 5 ans, c'est des livres, là. C'est même dans les écoles, aujourd'hui, on voit des lois qui sortent, même au Québec. On ne veut plus des smartphones à l'école. On essaie de limiter le plus possible des supports numériques, des choses, trucs. Tout ça, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas bénéfique. Mais est-ce que le mal n'est pas déjà fait? Je crois que le mal n'est jamais fait quand on décide de revenir aux bonnes habitudes. OK. Et là, ça va être du fer à retordre, là. C'est un gros combat. Du coup, ça donne de la responsabilité aux parents aussi. Oui. Il y va de la responsabilité même des parents parce que beaucoup de parents, aujourd'hui, ils sont très, très occupés. Et puis, l'enfant, il a quoi? Il a 8 mois, on lui donne une tablette. Question de le calmer. Question de le calmer, exactement. Avec, ouais. Puis ça le calme tellement bien qu'à la fin de la journée, tu n'arrives plus à l'ôter de la tablette. Parent, exactement. C'est vrai. Alors, parlons d'écologie. Est-ce qu'il est plus écologique d'avoir un équipement numérique, une tablette, un téléphone, une liseuse, que d'avoir un livre papier? Parce que ce qu'on aurait, c'est un des arguments, on a dit, ouais, mais le livre papier, on va détruire la forêt, puis il y a des impacts négatifs. Donc, si on va là, ben, on va pouvoir sauver la planète. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Il faut savoir que déjà, produire une liseuse, de même là, ça pollue 30 fois plus que produire un livre. Là. OK. Fait que si on s'entend que la durée moyenne de ta liseuse, là, je vais être gentil, là, c'est 3 ans, là. Ça veut dire que tu as besoin de lire en moyenne 10 livres par année pour être économique. Pour être... OK, pour équilibrer la balance. Pour équilibrer la balance. Okay. Fait que... Bon, les liseuses, en général, si tu l'entretiens bien, ça peut durer beaucoup plus longtemps que 3 ans, on s'entend. Mais c'est pour dire qu'il faut produire beaucoup de livres pour dire que de compenser en termes d'impact écologique. Là. Il faut produire beaucoup de livres, puis il faut que le monde lise. C'est ça. Parce que si on produit beaucoup de livres, ça c'est déjà quelque chose. Si ce n'est pas lu, on n'est pas plus avancé. C'est qu'on a des liseuses, mais on n'a pas avancé dans notre capacité à apprendre des livres. Exactement. Okay. Exactement. Donc, ça veut dire qu'on a détruit, on a eu un impact sur la planète qui n'a pas été résorbée en termes de résultats. Qui n'a pas été résorbée. Non seulement pour produire, mais en plus, quand ces équipements-là se dégradent, c'est le temps de les jeter. Ben, recycler ça, c'est toute une autre affaire. Ouais. C'est toute une autre affaire. Et même les livres numériques qu'on a, ça va être économique si tu télécharges le livre puis tu le conserves en local. Si tu le lis d'un serveur qui est hébergé quelque part, qu'il faut refroidir, qu'il faut maintenir et tout, c'est un autre impact écologique que ça ramène là, que le monde ne voit pas. Là. Bon, ben donc c'est clair. Hein? Après, on peut toujours appuyer ça de statistiques, ouais, c'est ça, d'éléments concrets, pratiques et tangibles pour comprendre que le livre papier, même si on va se dire, ouais, ben, c'est des arbres qu'on va abattre, mais quand on fait le rapport ou la comparaison avec les liseuses, ben,
ça nous prendra... C'est-à-dire qu'on a plus un impact en produisant une liseuse qu'avec le livre. Puis pour compenser ça, il faut qu'on produise beaucoup de livres. C'est pas ce qui est compliqué. Mais surtout, il faut qu'on ait lu ces livres. Si l'humanité arrive à évoluer, que le taux de lecture d'ouvrages écrits arrive à monter, on peut se dire, c'est vrai, mais on peut voir l'impact que ça. Mais si malheureusement on produit des liseuses, que finalement on ne produit pas autant de livres, et même si on produit, qu'on n'arrive pas à lire autant de livres, donc tu as dit quoi, 10 livres par an? Par an, c'est ça. 10 livres par an par individu? Ce qui n'est pas le cas. Des statistiques ont démontré, bon, je ne comprends pas pour les États-Unis, là, c'est... J'ai perdu les chiffres, mais il y a du monde qui ne lit même pas 2 livres par an. Hey. Donc, si tu as une liseuse que tu lis à peine 2 livres par an, ben, Tu pollues plus. C'est ça, tu pollues plus en fait. Voilà, c'est une illusion là. Donc, ça, c'est à voir. Alors, je veux cette fois-ci qu'on regarde du côté de la jeunesse. L'impact, justement, du fait qu'on a commencé à dire, ben, on ne veut pas polluer la planète, on veut être écolo, on va aller vers des liseuses. Et que finalement, on commence à donner à notre enfant de quelques mois un équipement mobile parce qu'on veut qu'il se calme et qu'il fait finalement, ben, il ne connaît que ça, scroller. Et que celui-là, quand il va grandir à l'école, ben, on va parler des tableaux numériques, des outils numériques, puis finalement, le livre papier, c'est comme, oh, j'aime pas trop lire. Comment est-ce qu'on peut régler ce problème? Moi, je dis qu'on voit venir, mais le mal, il est déjà fait par rapport à nos enfants. Comment est-ce qu'on peut régler ça? C'est sûr que c'est un engrenage, ce truc-là. Parce que le parent, il va donner la tablette à l'enfant parce que lui-même, il est occupé. C'est la société, le système dans lequel il est, qui est malade à la base. C'est ça. Mais comme on ne peut pas s'attaquer vraiment au système capitaliste dans lequel on est de prime abord, ben on fait notre part à notre niveau. Mais en général, le parent, il va donner la tablette à l'enfant parce qu'il est occupé. Ouais. Parce qu'il est occupé, il n'a pas le temps, il ne veut pas s'asseoir avec l'enfant, faire un dessin, il ne veut pas entendre l'enfant geindre ou crier, il ne veut pas gérer ça. Fait que, allez, vas-y avec ta tablette. Donc, c'est un manque de temps à la base du parent qui va créer tout ça. Et comment on résout ça? Ben, on résout ça à la racine. On résout ça en faisant ce qu'on faisait dans le bon vieux temps, faire un bon vieux coloriage avec notre enfant, occuper notre enfant d'une autre façon, aller prendre une marche dans la neige, aller faire des boules de neige avec notre enfant. Puis ça, les parents, ils n'ont plus le temps. Est-ce que c'est pas trop demandé aux parents? C'est- Non, mais c'est un peu plate à présenter parce que n'oublie pas aussi d'où viennent les parents. Hein, tu sais. Ouais. Le système a évolué autour du parent, le parent qui essaie de retrouver sa propre place. Ben, qu'il y a un enfant qui va trouver la panacée pour l'enfant. Finalement, il faut que lui se batte pour essayer d'aider un enfant qui va grandir, mais le parent se cherche lui aussi. Là. Tout à fait. Est-ce que c'est pas un autre poids supplémentaire qu'on mettra sur les parents? C'est sûr que c'est pas évident pour les parents. C'est pas évident pour les parents, mais je dirais, tant qu'à faire, trouve une autre alternative que la tablette. La tablette, là, c'est vraiment la dernière des affaires. Pas faire d'enfant. Qu'est-ce que tu veux? Ben oui. À la limite, tu peux le mettre devant la télé. Moi, avec mon petit, honnêtement, j'avoue, je plaide coupable à ce niveau-là. Il y a aucun parent qui a été La exempté. sentence est donnée. Donc, moi, je disais, tant qu'à faire la tablette, je n'ai pas acheté de tablette à mon fils jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 5 ans. Et j'ai acheté une tablette pour un but éducatif parce qu'ils avaient des leçons à l'école que je jugeais que l'apprentissage sur tablette était vraiment bien fait. Mais à nos jours, je sais qu'il l'utilise uniquement à ces fins-là académiques. Ce que j'avais comme astuce, c'est que je le mettais devant la télé, par exemple. Je sais qu'il ne va pas aller dormir avec la télé, là, parce que le problème avec la tablette, c'est que ça devient addictif. Ouais, là, tu traînes ça partout. Exactement, il veut aller partout. Puis ces choses-là sont conçues de façon que même au toucher, c'est tellement facile d'utilisation pour l'enfant qui veut tout le temps toucher, il veut tout le temps faire des choses avec ça. Il ne pouvait pas toucher mon téléphone. Mon téléphone il était bloqué. Donc, tablette, téléphone, ça s'éteignait. Je le mettais devant la télé. Il pouvait voir un dessin. Puis, j'essayais de limiter le temps de visionnage aussi. Okay? Après ça, ben, je m'efforçais tant bien que mal à faire une activité avec lui, là, vraiment, hormis le truc. Donc, c'est difficile. C'est pas évident. On n'a pas le temps, vraiment. On n'a plus le temps. Mais il faut trouver le temps. C'est aussi ça vient aussi avec ça, faire des enfants, là, c'est trouver le temps pour eux.
Ben, ça craint, hein. Moi, j'essaie de me projeter dans le rôle du parent qui, de base, avant de faire un enfant, sait ce qu'il attend déjà. Parce que finalement, en tant que parent, il faut que tu termines ton éducation en griffe. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la société contre lesquelles on va lutter, des choses dont on est devenu accro, on a des addictions pour lesquelles on se bat, qu'on a hérité d'un système. Et puis, il faut aider l'enfant à pouvoir outrepasser cette limite. Est-ce qu'on va y arriver? Ben, si t'es toi addict, le parent, là, c'est sûr que tu transmets ça d'une certaine façon à l'enfant. Parce que la question que je vais te poser, après tout ce que tu as présenté comme stratégie pour tes enfants, mais toi-même, est-ce que tu n'es pas dans ton téléphone? Parce que là, tu vas répondre à un client, ben, tu vas regarder une vidéo pour voir comment mieux faire les choses. À la fin, c'est pas pareil, là. Tu sais, j'ai écrit un livre, là, le digital pour les tout-petits, donc c'est la collection, ça s'appelle le digital pour les tout-petits, et ça s'appelle les médias informatiques, ok, pour les tout-petits. Et donc, dans ce livre-là, ce que je fais, c'est, j'essaie pas d'inciter les enfants, bien sûr, à utiliser le digital, mais j'essaie de leur montrer l'autre côté du média informatique. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment comprendre le fonctionnement interne de ces choses-là pour en tirer le meilleur des parties. On parle des enfants de quel âge? On parle de 5 ans et plus quand même. Mais le 5 ans, il t'observe. Lui, tout ce que tu dis, c'est chinois. Pour lui, c'est ce que tu fais. Ben, c'est écrit de façon assez ludique pour permettre à un enfant, même de 5 ans, de comprendre les choses, en fait. Puis, il y a des choses que je fais pas comme la télé, là. Moi, je vois pas de télé, moi. Je vois pas de télé. Puis, oui, je suis derrière mon ordinateur, mais je lui explique à chaque fois qu'il me demande « Qu'est-ce que tu fais devant ton ordinateur ?» Je lui explique, je lui dis « Je travaille. » Je travaille. Donc, lui, il sait que l'ordinateur, là, c'est un outil de travail. Par contre, pour les téléphones, oui, je réponds souvent à des clients au téléphone. Mais ça, non, il est interdit de toucher mon téléphone. Là, il sait que le téléphone de maman, on n'y touche pas. Puis même le téléphone, souvent, je lui dis, je travaille derrière le téléphone. Fait qu'il sait que l'ordinateur et le téléphone, c'est des outils de travail, là. OK. Ouais. D'accord, ben j'ose croire qu'à 5 ans, il est assez capable de comprendre ces nuances. Non, mais c'est parce que c'est un véritable problème. Tout à fait. D'accord. Alors, parlons maintenant des auteurs. Tu as accompagné combien de personnes à date? Une vingtaine de personnes à date. Une vingtaine de personnes. Est-ce que dans ces auteurs, il y en a qui ont fait du succès? Il y en a qui ont fait du succès, mais je dirais que écrire à la base ne garantit pas le succès de ton livre. OK. C'est pas un passe pour que ton livre soit lu. Tu écris pour d'autres motifs que te faire de l'argent à la base. Si tu fais de l'argent, oui, c'est bien, au passage. Mais ça nécessite d'autres compétences pour que ton livre ait du succès. Ça nécessite de faire du marketing, que ce soit toi-même via tes réseaux sociaux ou via des agences de marketing. Et d'ailleurs, en 2026, on va travailler au niveau de e-source édition à développer justement cette branche-là de marketing pour justement aider nos auteurs dans ce sens-là. Parce qu'il y a beaucoup qui sont confrontés à cette réalité-là. Oui, j'ai écrit mon livre. Je peine à le vendre. Ouais. Oui. Donc, mais c'est pas du pain, là. Non, quand on lit ton livre, pour moi, il faut en donner quelque chose là, qui est pas juste le livre. Là. C'est ça. Et ça, c'est la mission des e-sources. Ça va être un pan qu'on va développer parce qu'on s'est rendu compte que juste l'édition, ça ne vendait pas nécessairement. Mais c'est quand même un premier point. Alors, pourquoi est-ce que les gens écrivent? Ceux qui viennent écrire, c'est quoi la raison qui les amène à dire, bon, moi là, je veux écrire mon livre, je veux consigner, je veux traduire quelque chose. C'est quoi la motivation première des gens? Alors, les gens écrivent pour plusieurs raisons. Les gens écrivent comme les livres autobiographiques là, pour parler d'eux, pour parler de leur parcours, pour parler de ce qu'ils ont vécu, dans l'espoir que ça inspire d'autres personnes, ça facilite la vie à d'autres personnes, ça aide d'autres personnes. Les gens écrivent pour partager des connaissances. Ça peut être une connaissance que tu as acquise puis que tu veux la partager. Voilà. Donc, voilà quelques raisons que je peux dire que le monde écrit en général, là, pour raconter leur histoire. Ouais. OK. Est-ce que vous avez déjà accompagné quelqu'un dont l'histoire vous a fait vous-même dire « Ouais, ça, c'est intense, son histoire ». C'est-à-dire que vous prenez finalement la place de votre auteur parce que vous faites corps et âme finalement avec son histoire. Est-ce que c'est des choses qui sont déjà arrivées?
Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Il y a une dame que j'ai accompagnée. Elle était mère monoparentale Mm, et son histoire m'a beaucoup parlé. mm, Son histoire m'a beaucoup parlé parce que moi, j'ai été mère monoparentale à un moment donné de ma vie, en fait. mm, Donc, avant de rencontrer celui qui est aujourd'hui mon mari. mm. Donc, je me suis vue dans son vécu et je me suis dit, ah, certainement, ce livre va inspirer d'autres femmes. Après, nos situations étaient différentes. Mhm. Je pense qu'elle, elle arrivait, elle était nouvelle arrivante au Canada, euh, à la base avec ses enfants toute seule. Puis, de là où elle venait, on lui a parlé, on lui a vanté le Canada, on lui a dit des choses sur le Canada. Puis, quand elle est arrivée ici, Mhm. elle s'est rendue compte que, ouf, c'est Ouais, flirter à la c'est pas ce que vous réalité. m'avez dit, là. Exactement. Yeah. L'aide avec les enfants qu'elle avait en Afrique et tout. Elle s'est rendue compte Pas de que nounou, pas de là? nounou, Ouais. puis que tu peux même pas t'offrir, même si tu as un bon salaire. Elle s'est rendue compte de la charge mentale que c'était d'avoir des enfants ici. On ne laisse pas traîner les enfants dans le quartier Ouais, ici. on va pas les C'est pas la manger chez les voisine. Paul. Exactement. Hein, Exactement. Tu t'occupes de tout dans les moindres recoins, que ce soit les devoirs. Elle racontait son épuisement. Elle racontait comment elle a dû... En plus, elle était nouvelle arrivante et donc parfois trouver un boulot à la hauteur de tes compétences, de prime abord, c'est pas évident. Donc, tu te ramasses avec des boulots qui parfois ne te permettent pas de joindre les deux bouts. Donc, son histoire m'a touchée. Moi, j'avais une histoire différente parce que moi, je suis arrivée au Canada, j'étais résidente permanente, mhm. euh, mais j'avais pas d'enfant. OK? Donc, j'ai eu le temps de m'éduquer, d'avoir un emploi. Et donc, Ah, et de comprendre certaines et de comprendre réalités, certaines déjà. réalités. Ouais. Donc, quand j'ai mon enfant, je veux dire, j'ai une situation financière assez stable Mhm. qui me permet de prendre soin de mon enfant. Game changer. Yeah. Mais ça ne m'épargne pas de l'épuisement, par exemple, de prendre soin d'un enfant. C'est Ok. épuisant. Mm. Il n'y a pas de nounou pareil. Oui, à un moment donné, j'ai eu les parents qui m'ont aidé, mais les parents sont restés un moment, puis après, ils sont partis. C'est toi qui dois t'occuper de lui, c'est toi qui dois la garderie et tout. Financièrement, ça allait, Mm. mais mentalement, c'était une charge mentale pareille. Si l'enfant est malade à la garderie, c'est toi qu'on appelle, c'est toi le seul parent qui est responsable de cet enfant-là. C'est une grosse responsabilité. D'accord. Alors, quel a été l'impact de l'accompagnement auprès de cette dame-là, le fait d'avoir écrit, par exemple, son livre? Ben, je me suis dit que c'est quelque chose qui va certainement, pour ceux qui sont en Afrique, qui souhaitent immigrer, Mm. ou ailleurs qui souhaitent immigrer, ils vont Mhm. pouvoir comprendre le cadre canadien, comment ça se passe. Mhm. Ils vont pouvoir comprendre la responsabilité que c'est d'être Mhm. parent ici. Ils vont pouvoir comprendre c'est quoi la DPJ. Il va y avoir quelqu'un sur leur dos s'ils ne s'occupent pas de leurs enfants correctement. Mhm. Puis aussi, au niveau de nos mentalités en Afrique, c'est pas que c'est méchant, ce qu'on a, par exemple, de laisser les enfants jouer. Non, c'est le style de vie social ou sociétal qu'on C'est a. ça. Mhm. Sauf qu'ici, il faut comprendre que ça fonctionne pas pareil, se mettre au fait des réalités et se dire, si j'arrive ici avec mes enfants et que j'ai pas de travail, un enfant ici, c'est un coût. C'est un coût et vraiment un coût. Ouais. Donc, financièrement, même se préparer. Ouais. C'est ça. Donc, le fait de partager son expérience à travers un ouvrage, ça peut donner la chance à une famille, même pas juste que la Oui, mère, hein, c'est de exactement. savoir ce que ça représente comme Oui, charge, et même peut-être au conjoint ou à monsieur oui, de pouvoir épauler oui. son épouse. Oui, et puis de comprendre comment la société fonctionne pour pas se heurter à des problématiques, des problèmes là de négligence d'enfants ou des choses comme ça. C'est ça. D'accord, c'est parfait. Alors, donc ça, c'était la deuxième partie. On voit un peu les raisons pour lesquelles les gens veulent écrire et quelle est la place finalement du livre. C'est vrai qu'à un moment donné, on a perdu les repères. Aujourd'hui, on essaie de faire le travail inverse, de rattraper ce bout. Ça va être un défi, c'est sûr, pour les parents. Hein. C'est ça. Les parents même doivent chercher à s'approprier le livre et intégrer leur enfant dedans pour leur donner la chance à eux aussi de pouvoir développer cette Exactement, partie. exactement. Puis ce que j'ai compris, c'est que euh, les habitudes de lecture, là, mon fils, là, je dis à chaque 2 semaines, il change d'ouvrage, il change de livre. Tu vois, on essaie d'imprimer dans l'enfant cette façon-là de faire.
de se dire la lecture doit faire partie, fait corps avec lui à un certain moment et tout. C'est ça. C'est souvent ce bout-là qui manque. Ouais. Nous, on a dû lire parce qu'il fallait lire. C'est ça. Donc, ça reste toujours comme un challenge beaucoup pour nous de se dire on doit lire, on doit lire, on doit lire. Mais eux, c'est vraiment dès le bas âge qu'on les inculque. C'est ça, il faut pouvoir mettre ça mentalités-là. dans sa routine. Exactement. D'accord. Alors, donc, dans la troisième partie de notre émission, on va regarder les différentes techniques qui peuvent nous amener, non seulement nous à continuer à lire, et qui peuvent nous amener à déclencher l'envie de lecture chez nos enfants ou chez nos ados. Ben, c'est ça aussi, c'est tous ces défis-là. Voilà, donc ça va être la prochaine partie et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, parfait. Maintenant qu'on a vu que le livre est nécessaire, utile, et le livre a beaucoup d'éléments positifs qui peuvent non seulement nous aider, nos enfants, et finalement l'humanité à des égards. Maintenant, on va voir quelles sont les techniques qu'on peut utiliser, employer pour non seulement alimenter non seulement notre envie, notre enrichissement, mais surtout de l'impact que ça peut avoir sur nos enfants aussi, parce que quand je prends le cas des enfants, ils ne vont facilement reproduire que ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'on a beau dire à un enfant, ouais, ben vas-y, lis, on t'envoie à la bibliothèque à la librairie pour acheter des livres, mais s'il ne voit pas le parent en train de lire, ben ça va être compliqué. Alors, Dariska, c'est quoi les techniques que tu nous proposes en tant qu'éditrice, que tu nous recommandes pour nous permettre, pour nous encourager et à lire et avoir un impact également sur nos jeunes? Alors, comme tu l'as dit, la lecture, c'est très, très important. En tant qu'éditrice, il faut lire, d'accord, pour même entrer dans l'esprit des œuvres de tes auteurs, comprendre et pouvoir mieux les orienter. Donc, la lecture est très, très importante. Et donc, en termes de technique, en tant qu'éditrice, ce que je peux proposer, c'est se fixer déjà à la base un objectif de lecture. OK? Donc, tu n'es pas obligé d'être le champion de la lecture, là, mais tu peux te dire, je peux lire un livre par mois. Commencer comme ça. OK? Un livre, même aux 2 mois. OK? Prends un objectif réaliste de lecture et dis-toi que le mois ou les 2 mois là, sur lesquels je me suis fixée ne doivent pas se terminer que je n'ai pas lu mon livre, en fait. Ça doit vraiment être quelque chose de conscient que tu dois te fixer à la base. Ça, c'est une chose. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu peux lire sur des sujets qui te parlent. Quand je parle de sujets qui te parlent, ça peut être un sujet qui te passionne, un sujet sur lequel tu aimerais en apprendre plus ou un sujet qui te challenge. D'accord? Ça peut être un truc tout simple. Tu as des problèmes de colère ou des problèmes voilà, je ne sais pas moi trop quoi, d'habitudes alimentaires. Il y a plein de livres qui existent à ce sujet-là. Excuse-moi, Dariska, Oui. tu sais à quoi je pensais? Ça dit, à moins de comprendre ce que représente le livre, et à moins de comprendre que, il y a un bout commun, moi je peux te dire, moi j'en connais du monde là, c'est-à-dire pour eux, dans leur vie, il y a pas de défi. Regarde, j'ai pas de problème de manger, j'ai pas de problème de collège. C'est-à-dire que pour eux, la vie est comme toute belle, là. Regarde, j'ai rien à apprendre de nouveau. Il y a du monde comme ça, là, tu vois. Donc, si on passe cette logique, il y a des gens qui vont jamais bouger le pouce, là. Mais même une connaissance. Ouais. Tu n'as pas besoin d'acquérir une connaissance. Il y a rien qui te Je sais passionne. pas, là, moi. Le sport peut te passionner. Ouais. Je veux dire, la façon qu'on a eu... Dès là, on peut aller acheter un livre sur le sport pour lire. Là, Mais après aussi, on a parlé tantôt de l'impact, du moins du digital versus le livre papier. C'est justement aussi pour ça que les livres numériques ont été créés. Parce que peut-être que tu ne veux pas lire physiquement, mais tu aimerais en apprendre sur un sujet. Okay. Donc, à défaut, oui, on va dire... On va te recommander, par exemple, le livre papier, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Mais advenons que, regarde, tu ne veux pas t'emmerder avec ça, mais au moins, lis. C'est un exercice déjà. Exactement. C'est un exercice cognitif parce que, regarde, tu es obligé d'écrire du temps pour t'offrir à cette lecture. Et ce temps que tu donnes pour la lecture, c'est du temps forcément de concentration. Exactement. Pour lire un livre, là, ça prend des dispositions mentales, le temps que tu crées. Donc, ça et je pense que ça peut contribuer aussi à la discipline. Pour arriver à faire ça, là, c'est... Tout à fait. Tu ne vas pas juste prier pour ça. Là. Il faut que tu prennes l'engagement. Je dois lire à tel moment. Exactement. Si c'est 10-15 minutes, je dois mettre des noms. Si c'est 2-3 pages, c'est ça.
C'est une discipline Exactement. que ça va développer. Peu importe le support, là, lis quelque chose qui va développer ton intellect, qui va te développer personnellement. Là, ça peut être ton intellect, ça peut être ton comportement, ça peut être quelque chose, un aspect de ta vie qui va t'apporter en plus. Ouais. Mais moi, je peux compléter là. Au besoin là, pour ta job que tu fais, là, lis de quoi sur ta job là, pour être au prochain level de ta job, Exact. pour avoir l'opportunité d'avoir le prochain bon poste ou le prochain revenu. Tu sais, au moins là, Tout à fait. tu es en train d'investir dans ce que tu fais déjà. Tu sais. Ouais, je vais compléter là pour aider Ben oui, quelqu'un. ben oui, ben oui. tout Est-ce à qu'il y a fait. d'autres techniques, d'autres topos que tu peux nous donner? Ben, souvent, là, ce que moi j'ai fait pendant un temps aussi, c'était que je me disais, je mets comme un 20 $ de côté là que je dépense uniquement pour la lecture. OK? C'est ça. Donc, nous, les dames, là, on dépense pour beaucoup d'affaires. Puis, je me disais, ça, c'est mon 20 $ pour acheter un livre. Un livre. Puis, Ouais, that's it. j'achetais, peu importe là, je l'achetais, puis voilà. Ouais. Je l'avais, même si je l'avais, après, je ne le lisais pas. Au moins, je me donne la chance de pouvoir le lire. Ouais, Voilà. c'est ça. Puis, je peux compléter, si tu permets. Mhm. Alors, le livre, là, c'est vrai, hein, il y en a qui sont comme ça, qui vont dire « Ah, moi, j'aime pas lire, qui n'ont pas d'intérêt pour le livre. » Mais dès l'instant, comme l'a dit Dariska, tu comprends pourquoi c'est important de lire. C'est un exercice, hein, c'est pas du jour au lendemain. Mais de commencer à réserver une partie, une infime partie de ton argent que tu mets de côté pour dire « Ça, c'est pour le livre, achète le livre. » Un jour viendra où tu vas finalement ouvrir un livre. Et je vous le souhaite parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une connexion avec ce que vous lisez. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, le livre, là, je partais au boulot, mais j'avais hâte de rentrer parce que je voulais aller dans le livre. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est merveilleux. Ouais. Une fois que vous arrivez à... C'est un peu comme... c'est un bouchon, là. Une fois que le bouchon saute, c'est fini. C'est-à-dire que là, vous avez débloqué un autre niveau. Voilà. Donc, déjà, en faisant ça, c'est bon. Et puis, moi, ce que je fais en plus, comme trouver le temps de la journée, c'est pas toujours évident avec tout ce qu'on a évoqué, alors ce que je fais, il y a toujours un temps. Soit c'est pendant que je prends mon café que je lis mes 2-3 pages de la matinée, par exemple. C'était aussi une des choses. Trouvez-vous une routine de lecture. Exact. Il y en a qui sont très, très matinaux, là. Donc, tu dis, tu te fixes des petits objectifs, c'est 3 pages par jour, 2 pages par jour. Tu les lis. Ou au coucher, ou beaucoup plus, là, fine. Ou sur l'heure du midi, très bien. C'est ça. Ouais. Et je viens d'avoir une idée, c'est-à-dire vous pouvez aller chercher à lire un livre sur comment apprendre à lire ou comment s'intéresser. Non, mais c'est vrai. Exactement. C'est-à-dire que pour trouver la solution, c'est d'aller chercher un livre sur comment s'intéresser à la lecture. That's it. C'est un peu comme comment devenir riche. Ben oui, ben oui. C'est ça. OK? C'est ça. Puis pour nos enfants, c'est sûr, le plus tôt on introduit la lecture dans leur quotidien, le mieux c'est. Et quand ils nous voient lire, ben, c'est sûr, ils développent de meilleures habitudes de lecture aussi parce que, voilà, ils vont essayer de faire qu'est-ce que vous faites là. C'est ça. Puis l'autre élément que je peux rajouter, vous avez souvent dans la journée, il y a des temps morts. Hein? Des temps morts où vous savez que c'est du temps mort pour ne pas faire grand-chose. Si vous pouvez optimiser, bon, c'est pas plate à dire là, mais habituellement, ça c'est à la maison, on fait ça à la maison, dans les toilettes. Oui, non, mais ça aide. Ça aide. Moi, j'ai vu un ami faire ça. Au départ, je n'avais pas compris. Mais quand j'ai commencé à l'appliquer, mais tu sais, c'est les 15 minutes que vous partirez avec votre téléphone dans le but de répondre à 2-3 messages. Finalement, vous faites 30 minutes. Mais c'est du temps qui peut être servi dans le livre. Après, il faut garder une certaine hygiène dans le coin. Mais oui, ça aide. Ça dit, il y a des meubles pour ça. Là. D'ailleurs, vous accrochez 1 ou 2 livres là-bas. Puis, ça vous permet, en 2 pauses, de continuer votre lecture. Donc, au lieu que ce soit un 15 minutes, 20 minutes perdues, mais c'est un 15 minutes que vous décidez de faire 2 coups. Ouais. Voilà, bien investi. Et ça marche, là. Juste à essayer ça. Bon, je sais que ce n'est pas partout que ça peut fonctionner, mais c'est des opportunités qui peuvent aller déclencher ça. Voilà, as-tu une autre technique? Tout à fait. Bah, je pense que c'est pas mal. Hein? C'est pas mal déjà. Voilà. Oui. Puis c'est ça, changer de contenu, varier les contenus, surtout pour les enfants, faut pas hésiter. Eux, c'est vraiment des éponges, là, ils aspirent beaucoup. Des livres adaptés, surtout à leur âge. Souvent, sur certains livres, on va voir la tranche d'âge. C'est très important de trouver du contenu qui leur parle. Voilà, puis leur faire la lecture aussi, dépendamment de leur âge. C'est ça. C'est bien. Et l'autre élément, c'est les livres. Hein, on peut en acheter 2-3 livres parce que le thème nous intéresse. Mais tu sais, dans le rendu, là, on va s'intéresser aux auteurs. Dans le rendu, quelquefois,
pouvez acheter un livre, mais vous ne le sentez pas, le livre. C'est pas grave, là. Vous pouvez lire 2, 3 livres parallèlement, ça ne gêne pas, là. Mais non. Le plus important, c'est de créer... Dans toutes les lectures que vous allez faire, il y a des livres qui vont vous parler, avec lesquels vous allez accrocher. Il y a des livres qui vont moins vous parler. Mais il y a aussi des livres, vous commencez et vous parlent moins. Et puis, c'est au C'est plus milieu tard. des livres que vous finissez par vous rendre compte de d'où l'auteur vous a amené. Donc, et ça, c'est merveilleux parce qu'une fois que vous le comprenez, c'est comme une lumière que vous venez d'allumer. Et si c'était le but de l'auteur, ça, c'est magique, c'est merveilleux, là. Puis il y a même des livres, ça ne te parle pas aujourd'hui, peut-être dans la saison de la vie dans laquelle tu es, tu n'es pas encore passé par certaines choses. Mais plus tard, tu vois venir le truc, tu vois? Ou quand tu passes effectivement par ces situations-là, tu dis, oh, il s'agissait de ça. C'est vrai. Ça t'enseigne. Et d'ailleurs, pour compléter ça, il y a un livre que j'ai lu, qui est le Devenir de Michelle Obama. En son temps qu'elle a sorti le livre, ça a été acheté. Moi, je l'ai acheté comme ça. Je ne l'ai pas vraiment lu. Puis, dans le processus de ma vie, à un moment donné, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, j'ai fini par me rendre compte tout naturellement que, mais en fait, ce n'est pas ce que tu fais qui compte. C'est qu'est-ce que toi, tu deviens dans ce que tu fais. Est-ce que tu es devenu une meilleure personne? Est-ce que tu es devenu une personne plus résiliente? Est-ce que tu es devenu une personne plus compréhensive? C'est tout ça qui te bâtit. Et quand je suis arrivé à ça, c'est un soir, je me suis posé la question, c'est quoi le but de la vie? Si je me suis posé un ensemble de questions, c'est dans la réponse à ces questions que je me suis rendu compte, peut-être que devenir. Et je suis allé fouiller le livre, j'ai pris le livre, j'ai commencé à lire. C'est comme ça que j'ai terminé le livre. Pour me rendre compte en fait que finalement, dans la vie, le but, c'est pas d'impressionner. Finalement, dans la vie, le but, c'est pas de courir derrière l'argent. Finalement, dans la vie, c'est pas de courir derrière la gloire. Finalement. Mais en fait, la vie n'aura de valeur, de sens que comment est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que la vie t'a appris dans les bons coups, dans les mauvais coups, dans les controverses, dans les moments de confusion, tu vois? Et ça m'a fait vraiment du bien de comprendre. Je suis allé chercher ce livre pour le lire parce qu'il y avait une situation qui fait que c'était vers celui-là que j'allais lire. Et c'est comme le grain de sel qui tombe à pic, quoi. C'était vraiment ce qu'il fallait, l'ingrédient qu'il fallait, là. Tout à fait. C'était juste pour compléter ce que tu as dit. Tout à fait. Parfait. C'est bien, c'est bien. Donc, voilà, on est au cœur de ce voyage. On comprend que le livre a sa place. Non, écologiquement, le livre ne va pas détruire la planète. Parce qu'il y a d'autres choses qui détruisent plus la planète que le livre. Mais ce qu'on perd en ne lisant pas, c'est vraiment cette capacité de concentration. Il y a nous en tant qu'individus, mais il y a ceux qui sont derrière nous, les enfants, nos ados. Et eux, si on ne fait pas de quoi, ça va être difficile. Est-ce que les outils d'intelligence artificielle peuvent nous aider à écrire des livres? Oui, ils peuvent nous accompagner, mais l'histoire qu'on raconte, elle reste unique. Au passage, c'est des choses que j'ai essayé aussi. Hein. Tu sais, je devais écrire un livre. Puis quand j'ai commencé, j'ai dit, je vais essayer d'utiliser la puissance des outils. Je peux dire aujourd'hui, là, je suis bien à l'aise. Et d'ailleurs, j'accepte mes fautes. Et même quand il y a des fautes, quand je vois, je les laisse. Parce que c'est moi. Parce que des phrases trop parfaites ou des idées, c'est comme... Parce que le contenu qu'il m'avait produit, d'après ce que je lui ai donné, je dis, bon, gars, je comprends que tu veux m'aider, là, mais je pense que tu exagères un peu. Là. Mais à la vérité, l'IA, c'est un outil puissant. Je suis d'accord. C'est comme tout outil, là. Il faut savoir comment l'utiliser. Okay? L'IA, ça va apporter un bouleversement, ça, c'est sûr et certain. Ça l'a même déjà apporté. Et le domaine de l'écriture, de l'édition, de la traduction, c'est des domaines qui sont assez touchés par l'IA. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va te demander d'être plus spécialisé. C'est ça. À la fin de la journée. Parce qu'il faut pouvoir comprendre le contenu que l'IA t'a produit. Il faut pouvoir l'analyser, il faut pouvoir le valider. C'est là que va se trouver la difficulté avec l'IA. On ne peut pas juste prendre le contenu de l'IA comme ça pour cash et puis dire j'ai écrit un livre ou j'ai fait de quoi. Donc, sinon, on reste superficiel et on n'est pas ce qu'on raconte. Exactement. C'est ça. C'est ça. Sans protocole ni flafla. Mais c'est ça, il faut être authentique. Oui. Voilà. Complètement. C'est ça. Alors, Dariska, là, on a fait le voyage. On va chercher à faire atterrir notre avion. C'est comme ça que je le dis, c'est le voyage l'ivresse. D'accord? Alors, toi, qu'est-ce que tu peux recommander à quelqu'un? C'est quelqu'un que j'essaie d'imaginer dans ma tête, qui dit, bon, c'est des choses qu'on entend, hein? On voit des gens qui disent, non, je ne suis pas trop lecture. Qu'est-ce que tu peux recommander? C'est comme, qu'est-ce que tu peux dire d'éclair à la personne là, pour que la personne dise, OK, écoute, depuis que tu me l'as dit, je vais essayer d'aller m'approprier l'événement du livre, l'événement de la lecture. Déjà, on n'est pas lecteur, là. Quand tu me dis je ne suis pas trop lecture, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. On n'est pas lecteur, on développe.
OK? Fait que si tu es un être humain, là, tu as la capacité de développer tes habitudes de lecture, tu as la capacité de te développer. Donc, ça va prendre de la volonté, comme toute chose. Souvent, je remarque que les gens ils disent moi, je suis pas trop. Parce qu'ils veulent pas, en fait. Ils veulent pas se donner l'effort. OK? Tout effort, ça demande. C'est une petite douleur qu'il faut avoir là. Donc, ils veulent pas s'efforcer, ils veulent pas faire cet effort-là. Mais écoute, tu perds beaucoup de richesses. OK? Parce que ce que les gens mettent dans les livres, c'est quoi? C'est des connaissances, c'est des choses qui peuvent nous aider à avancer. Et il faut savoir que le monde bouge. La façon dont on faisait les choses hier, il y a toujours moyen de les faire mieux aujourd'hui, de les améliorer. Et si tu ne trouves pas cette information-là dans les livres, il faudra que tu les trouves quelque part. Ou pourquoi pas, soit la personne qui va pouvoir la mettre dans les livres. Exactement, exactement. Et pour moi, le livre, c'est une richesse, mais infinie, parce que sur Internet, tu peux trouver de tout et de rien. Tu peux trouver des vidéos dans tous les sens, des gens qui disent... voilà, des choses qui ne sont pas nécessairement validées. Je peux ouvrir ma caméra, puis je raconte mes affaires là, puis voilà. J'influence pas nécessairement de la bonne façon. Par contre, je me dis, un livre, c'est passé quand même par un processus. Il y a quelqu'un qui s'est quand même assis, qui a réfléchi à son affaire. Il y a quand même quelqu'un qui a vérifié les choses. Il y a quand même quelqu'un qui a pris le temps de publier. C'est vrai qu'avec l'auto-édition aujourd'hui, chacun publie un peu ce qu'il veut, mais voilà, il y a des références sur lesquelles tu peux te baser, notamment des auteurs qui disent quand même des choses qui sont bien, en fait, qu'on peut considérer. Donc, je trouve que on se prive, tu te prives, si tu dis que tu ne veux pas lire, tu te prives de beaucoup de choses, là, de beaucoup de richesses. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Donc, plus que jamais, la lecture, c'est un atout pour vous. Faire des livres vos alliés. Au pire, là, si dans tous les livres qui existent, vous n'avez pas ce que vous voulez, mais c'est simple. Vous devenez auteur. Vous devenez cette personne-là qui va finalement donner la chance à une personne de découvrir ce qu'il n'a pas lui trouvé dans les livres. Exactement. Et si vous ne Voilà. savez pas comment écrire, venez prendre un accompagnement chez Source Édition et ça va nous faire plaisir de vous aider à mettre sur papier là qu'est-ce que vous avez à apporter. C'est ça. Et là, je peux compléter par dire, oui, c'est vrai que les outils existent, mais je peux vous dire, hein, quand on a écrit 1 livre, 2 livres, 3 livres, quand on a lu 2 livres, 3 livres, 10 livres d'auteurs différents, je pense qu'on est quand même outillé pour pouvoir montrer le chemin et surtout de pouvoir finalement matérialiser ces livres-là. Pas n'importe quel livre, mais des livres d'impact. Tout à fait. C'est ça, parce que votre livre, il ne débarque pas là dans l'univers des livres tout seul. Il y a des gens qui ont déjà écrit, il y a des gens qui ont envoyé des livres d'une certaine façon pour vous enrichir de tout ça, pour donner de la valeur à votre message à vous. C'est bon? C'est si bien dit. C'est parfait. Voilà, donc sur ce, Dariska, on va prendre fin ici notre émission. Et merci encore d'être venu à nos studios, partager ton expérience du savoir, du livre. Et pourquoi pas, on trouvera une façon, certainement, que tu vas nous créer une lucarne pour pouvoir donner encore ce contenu. Il faut qu'on sensibilise les gens sur cette notion. Pour moi, c'est un devoir. Et puis, bon, quand on voit tout le bien que ça peut apporter, je pense qu'on peut se lancer dedans. Ben, merci à toi, Adolphe, pour l'opportunité que tu m'as donnée aujourd'hui de parler, d'avoir cette entrevue. Et puis, j'espère qu'on a pu au moins sensibiliser ceux qui hésitaient ou ceux qui peinent encore à se dire je dois lire et que voilà, ça va m'enrichir certainement d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc sur ce, notre émission prend fin ici. Moi-même, Dof, votre fidèle serviteur, et Dariska, éditrice, fondatrice de la maison d'édition e-Source. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Merci. Au revoir.